C'est mon TPA de rentrée. Et j'avais envie d'une première émission sur les Gilets jaunes. En fait, je voulais revenir là-dessus parce qu'on a l'impression, quand on écoute les commentaires médiatiques et politiques, que c'est fini, quoi, que ça y est, Macron a gagné, enfin, etc. Et donc, j'avais vu vos photos sur les réseaux sociaux, on m'en avait parlé, Antoine Payon m'en avait parlé, et je les trouve magnifiques, quoi. Enfin, il y a chez vous une identité, d'ailleurs, toi, Serge, tu t'étais dit photographe amateur, toi aussi en quelque sorte. Et donc j'ai envie, comme ça, qu'on regarde vos photos et qu'on parle de ce mouvement. D'abord, je voudrais vous présenter un petit peu. Donc Brice, tu as 38 ans et pas 65 ans. Voilà. Tu t'appelles Brice Le Gall, tu es sociologue, c'est ça Ouais. En fait, je termine une thèse en fait, à l'université que j'ai commencé il y a pas mal de temps. Et puis à côté, je fais de la photographie depuis pas mal d'années. Et c'est ton métier, sociologue? Enfin, tu fais des études? Je fais partie de l'armée de réserve de précaires de l'enseignement supérieur, en fait. Serge, donc tu n'as pas 38 ans, mais tu as 65 ans. Parce que dans mes notes, on avait inversé Et toi, tu es la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit « je suis photographe amateur ». Mais ton métier, c'était ajusteur. Ajusteur pendant 20 ans dans l'aéronautique. 20 ans après, j'ai eu un licenciement économique, j'ai fait une reconversion totale et j'ai choisi une de mes passions, c'est le livre. Donc j'ai fait une formation par agent du patrimoine pour travailler en bibliothèque municipale. D'accord. Donc j'ai fait 20 ans ajusteur, 20 ans dans le livre, et puis depuis 5 ans, je suis à la retraite. Et vous êtes amis, enfin vous croisez dans les manifs, vous vous connaissez bien tous les deux Ouais, alors, on s'est rencontrés en fait sur la mobilisation contre la loi travail, en fait la première, la loi El Khomri. C'est à ce moment-là qu'on a. Et lui, ça fait très longtemps qu'il suit les manifestations, qu'il les photographie, et on a rapidement sympathisé en fait. On s'est envoyé quelques photos. Je ne sais plus comment on s'est rencontrés exactement, mais c'est sur la net. J'ai vu les photos de Brice. Je dis waouh. Mais je ne le connaissais pas, je ne sais pas qu'il avait 38 ans, 65 ans, aucune idée. Et puis un jour, sur une manif, je lui dis, mais attends, vu ta façon de photographier, tu ne serais pas Brice? Il me dit, si, c'est moi. Et puis bon, là, et puis maintenant, c'était un jeu. À chaque fois, on se retrouvait sur les manifestations et on se photographiait l'un l'autre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez photographié les Gilets jaunes au premier jour, c'est-à-dire début novembre. Enfin, vous étiez là à la première manif. À l'acte 1, j'étais à Porte-Maillot, j'ai remonté l'avenue de la Grande Armée pour descendre des Champs-Élysées. Et puis m'approcher, c'est de l'Élysée. Un truc absolument sidérant. Et là, cet acte-là, le 1, heureusement, j'ai pris très peu de photos. J'étais tellement... c'était la sidération. Parce qu'on avait l'habitude de voir les manifs. On part d'un point A, on arrive à un point B. Mais là, c'était c'était open. Hein. Donc, tu t'y attendais pas du tout? Je pense que personne ne s'y attendait. Hein. Ils ont monté l'avenue de la Grande Armée, l'avenue des Champs-Élysées, c'est la rue Royale, je crois, et après la boulevard Saint-Honoré, on est arrivé à 100 mètres de l'Élysée. Donc c'était, waouh, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait les gars en moto, à pied, ça pétait de partout, mais très très bon enfant. Et toi, pendant ce temps, tu étais sur les ronds-points? Moi, à ce moment-là, j'étais pas sur les ronds-points, j'étais sur le périph' parisien, une bonne partie de la journée. Et le soir, effectivement, j'écoutais la radio et j'entendais qu'il se passait encore des choses à Paris. Du coup, je suis reparti sur Paris le soir, où il y avait des groupes de manifestants qui voulaient pas rentrer chez eux sagement. Et du coup, j'ai fait des clichés aussi le soir, aux alentours vers la Concorde, quelques clichés, parce que ça s'est fini très très tard, en fait. Non, mais vos photos elles sont marquantes, quoi. D'abord, c'est un travail vraiment sur la longueur, c'est un regard, et il y a quelque chose, on se rend compte que ces images, elles donnent une couleur, enfin une couleur, c'est du noir et blanc, mais enfin elles disent la vraie force de ce mouvement, quoi. Et que, dès le départ, vous avez senti que c'était quelque chose qui allait durer, quelque chose de très... Ou comment vous avez vécu l'évolution de ce mouvement au fil des samedis? Alors moi en fait je suis rapidement parti sur les ronds-points en fait, parce qu'on sentait que c'était un mouvement qui était quand même une des forces du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il était d'emblée très décentralisé, avec un ancrage territorial très fort et en même temps avec des visées, des revendications macro-sociales, quoi. Et bon, ça explique, je pense, la puissance du mouvement. Donc moi je suis parti très tôt avec les deux personnes avec qui je fais le livre, Thibaut Ciseaux et Lou Traverse. Il va sortir
quand? En novembre, en fait, la première semaine de novembre, pour les 1 an du mouvement, en fait. Parce que le mouvement n'est pas terminé, il continue. Et donc on est parti, nous, sur les ronds-points de l'Oise, sur 3 ronds-points différents, en fait. On avait des contacts, on savait qu'il se passait quelque chose vers Senlis, vers Compiègne. Et donc nous, rapidement, on s'est décentré de Paris, quoi. Et pour essayer d'avoir le cœur, en tout cas, une des spécificités de ce mouvement social, qui fait qu'effectivement, on n'a jamais vu jusqu'à présent, en fait, un soulèvement de ces gens-là dans leurs espaces. Donc ça nous semblait être là un peu la quintessence, enfin la force intrinsèque de cette mobilisation. Et vous avez senti essouffler le mouvement à la fin de l'année? Enfin, comment vous... Ouais, il y a aussi, c'est la longueur. Là, on en est au 44e acte. Bon, il y a la fatigue, hein, et puis il y a toute la campagne de dénigrement. Enfin, je pense qu'on n'a jamais vu un mouvement autant d'immigrés, racistes, homophobes, enfin tout. Je veux dire, s'il y a un tsunami, à mon avis, c'est la faute des Gilets jaunes. Enfin bref. Donc, et puis il y a aussi la répression policière qui a fait peur aux gens. Et puis les amendes, là, c'est samedi dernier, j'y suis allé, 135 €. Tu portes un gilet jaune, tu as 135 €, c'est d'amende. Ça refroidit, c'est quand même pas mal de cette personne. Hein. 130, mais pour les manifs autorisés qui sont déclarés? Non, c'est non autorisé, mais si tu vas sur les Champs-Élysées, simplement te balader avec un ballon rouge, un ballon jaune, tu as 135 €. C'est de la folie. Hein, donc, le grand public, en tout cas, et ceux qui s'informent par BFM ou même par France Télévisions, sont pas du tout conscients de tout ça, quoi. Et c'est pour ça qu'aux médias, on essaie de... C'est simplement, on essaie de donner un autre regard, quoi. Et c'est pour ça que... Le traitement médiatique des Gilets jaunes est assez ambivalent, en fait. Il y a eu une première phase où 3 semaines avant le début du mouvement, il y avait des journaux locaux qui faisaient leur une, 1 jour sur 2, sur le mouvement des Gilets jaunes. Ils l'ont fait monter énormément, au point que la plupart des gens le condamnaient du fait de la présence de l'extrême droite, etc. C'était vraiment l'image. 3 semaines avant le mouvement, on en parlait déjà partout. Il y avait des prises de position politiques de partout. Et progressivement, en fait, les médias se sont retournés. Après, on a commencé à les décrire comme des racistes, utiliser des homophobes. Enfin, ils ont tout eu quand même. Et là, c'est l'oubli, quoi. Là, c'est la phase. Là, on les fait, alors que les Gilets jaunes restent mobilisés. En tout cas, moi, ceux que je suis, en fait, depuis le début. Dans l'Oise, ils sont toujours là. Oui, enfin, concrètement, personne n'a rangé le gilet, quoi. Alors, les camps ont pris un sacré coup, ils se sont fait expulser, mais il y a toujours des groupes constitués qui continuent à aller aux manifestations. Mais effectivement, il y a une invisibilisation médiatique de cette fraction des Gilets jaunes mobilisés, quoi. Vous êtes complètement intégré maintenant, enfin, les gars vous reconnaissent à force d'y aller. Même, je me fais engueuler quand je suis pas là. Hein. Je dis, tiens, on t'a pas vu samedi dernier. Je dis, j'en fais beaucoup, mais je dis, bon, j'ai quand même une petite vie familiale. Donc non, mais c'est vrai, c'est très très sympa. C'est une fraternité extraordinaire. Hein. Bon, on se fait la bise et tout. Et toi, tu portes pas de gilet jaune? Non, je porte pas de gilet jaune. Déjà, vis-à-vis des forces de... Moi, je serais plutôt ces drapeaux rouges que gilets jaunes. Mais bon, je soutiens les gilets jaunes à 100%. Hein. Mais donc... Voilà, vis-à-vis c'est des forces de l'ordre, il ne faut pas mettre de gilet jaune, sinon on se fait embarquer. Hein. Donc aussi ça, une retenue à avoir. Donc oui, je suis intégré parce qu'ils savent un peu maintenant comment je travaille, parce que je leur donne, comme je disais, c'est mes photos, c'est le lien. Donc s'il y a une image un peu ambiguë qui pourrait servir pour discréditer, voilà, donc je sors pas, on floute pas les photos, nous on floute pas les photos. Et sur ces histoires, ces réputations, extrême droite, homophobie, tout ça, vous avez vous-même assisté à des... c'est marginal, mais vous vous en êtes rendu compte ou pas du tout? C'est des conneries des médias, ça aussi? Homophobie, moi franchement, j'ai rien entendu. Hein. L'extrême droite, bon, il y a des mecs qui viennent avec leur béret, mais bon, c'est vraiment... c'est minoritaire. Hein, non. Moi, je posais un truc important vraiment, enfin, que j'ai réalisé moi en sociologue et en militant, enfin, en étant sur place, c'est qu'il y a vraiment une confusion dès le départ sur le rapport à la politique des Gilets jaunes mobilisés. On fait comme si, quand on sort un truc raciste, on est un militant du Front National, alors que ça peut être de l'ordre du réflexe ou d'un... Et on surpolitise les comportements honte, principalement les médias, mais aussi les intellectuels, hein, les universitaires, et aussi y compris
compris du côté des militants d'extrême gauche. Enfin, pour ceux qui ont un rapport intello à la politique, si vous voulez, effectivement, on va entendre une insulte raciste, ça va être le diable, ça va être les méchants du Front National, etc. En l'occurrence, une grande majorité, enfin, en tout cas une fraction des Gilets jaunes, ils entretiennent justement un rapport lâche à la politique, qui n'est pas intellectuel, qui est anti-idéologique. Et c'est une des caractéristiques de ce mouvement. De lâcheté, tu veux dire ? Non, lâche, c'est-à-dire distante, en fait, distante vis-à-vis des... Enfin, ils sont pas formés comme des militants professionnels ou comme des intellos. Et c'est ce qui fait une caractéristique du mouvement. Si on en est on va dire, à la sociologie du mouvement, est-ce qu'il y a des différences entre Paris, intramuros, les manifs, etc., et les ronds-points où tu es en province ? Est-ce que c'est la même population, les mêmes revendications, ou est-ce que... C'est compliqué parce qu'il y a une fraction des Gilets jaunes de province qui monte en fait sur Paris. Donc effectivement, il y a quand même une diversité à Paris qu'on n'a pas dans les autres manifestations habituelles, syndicales. Et en même temps, on a à Paris, les militants traditionnels qu'on ne retrouve pas en province, en fait, où là, c'est effectivement essentiellement des primo-manifestants, des gens qui ont été déçus, qui sont désenchantés par la politique, qui n'ont pas de capital, de ressources politiques à proprement parler, et qui se battent, contre les injustices et contre le mépris, quoi. Donc c'est un public assez spécifique. Enfin, c'est pas celui qu'on rencontre habituellement dans les manifestations parisiennes pendant la loi travail. Là, tu photographies beaucoup les ronds-points. Il y a combien de ronds-points ? 3, non, c'est ça ? Oh là là, alors, non. En fait, il y en avait dans l'Oise, je crois qu'il y en avait presque 20, 25 en fait. Et là, actuellement, il n'y en a plus aucun, où il y a des petits îlots de résistance. Mais dès le mois de décembre, dès la mi-décembre, les préfets ont donné l'ordre d'évacuer les ronds-points et progressivement, ils se sont tous fait évacuer. Parce qu'ils ont compris que le danger était là, en fait. Il était vraiment dans ce qui se jouait, je pense, sur les ronds-points. Alors, il y a beaucoup de clichés, en fait, qui datent, qui ont été pris entre début décembre et puis avril-mai. Ouais. Parce que la dernière cabane de l'Oise, celle du Bois de Lilius, elle s'est fait expulser à la fin du mois de mai, en fait. C'était les derniers à résister. Et moi, en même temps, j'ai continué à suivre les gens, et puis on les retrouve en manif, à la fois dans les manifs locales, dans la région, ou à Paris, quand ils viennent sur Paris. Et c'est qui la population de ces ronds-points ? Enfin, tu avais des ronds-points quand même spécifiques où tu allais plus régulièrement, ou tu t'en foutais, tu allais sur... Non, il y a 3 ronds-points principaux sur lesquels on allait plusieurs fois, et 2 en particulier où on connaît à peu près tout le monde, en fait, les gens qui y allaient régulièrement. Donc c'est ces 2 groupes de Gilets jaunes qu'on a suivis plus particulièrement. La population, elle est, je pense pour le coup qu'elle est assez représentative des Gilets jaunes au sens où on a un ancrage populaire qui est très fort, enfin beaucoup de classes populaires, et les différentes fractions des classes populaires, c'est-à-dire à la fois les employés, les ouvriers, mais aussi les auto-entrepreneurs ou les petits artisans qui peuvent avoir des rapports à la politique, tous ces groupes assez différents. Ça, par exemple, c'est... Alors, cette photo, donc ça, c'est Elodie, en fait, qui se rend avec son enfant au réveillon du 31, en fait. Alors oui, une des caractéristiques du mouvement, c'est notamment la place, le rôle central joué par les femmes dans ce mouvement, et notamment des mères célibataires qui cumulent souvent toutes les difficultés, quoi. L'instabilité conjugale, financière, résidentielle. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui jouent un rôle central au sens où elles font tenir les collectifs, en fait. Alors que toi, Serge, tu fais les manifs, mais tu ne suis pas après, tu ne fais pas de reportage sur... Non, il y a tellement de choses à voir, puis on loupe tellement de choses, parce que c'est tellement riche en photos. La foule, je ne photographie pas tellement la foule. Parce là, c'est une foule. Oui, c'est rare, c'est très rare. Ça, c'est quand ça ? C'est au début ? Ça, c'est au début. Moi, c'est les gens qui m'intéressent. Quand on parle de foule haineuse, moi, je ne connais pas de foule haineuse. Je vois, c'est des gens, c'est des hommes et des femmes. Beaucoup d'handicapés aussi. C'est aussi une caractéristique qui viennent en fauteuil roulant, avec des béquilles. C'est courageux, faire 15 bornes, c'est 17 bornes. Et donc, moi, c'est les gens qui m'intéressent. C'est les visages, c'est les expressions, les face-à-face avec c'est les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, bon, elles sont ce qu'elles sont, mais bon, on sent un grand désarroi aussi pour certains CRS. En gros plan, bon, alors, savoir aussi que la police, elle est ce qu'elle est, mais bon, c'est avant tout des politiques. Là, on ne sent pas vraiment de désarroi. Là. Ça, c'est la BAC. Ouais. On fait une différence une grosse différence. Donc oui, c'est la police, elle est ce qu'elle est, mais il faut savoir que la police, elle ne fonctionne que sur ordre du politique.
ministre de l'Intérieur et président. On peut tomber à bras raccourcis sur la police, ok. Mais mais en général, il ne faut pas oublier que ce sont les politiques, c'est qui donnent les ordres. Et toi, tu as déjà été emmerdé par des policiers? Tu t'es fait arrêter? Oui, c'est des coups de tonfa, c'est dans les côtes. J'ai terminé dans une ambulance des pompiers aussi, parce que j'avais reçu Puis bon, une intimidation, une bouteille sur le côté c'est de la mâchoire. Je m'étais évanoui, j'en ai entendu crac. J'ai cru que c'était la mâchoire. Bon, c'était la bouteille, mais j'ai vraiment une douleur. Donc je suis tombé. Mais c'est pas les policiers qui l'ont balancé? Non, j'étais devant. J'étais devant les CRS, et puis bon, ils ont balancé. Bon, c'est moi. Donc, et tu as assisté à des scènes de violence? Oui, c'est très violent. C'est très. Il y a des choses des images qui t'ont particulièrement marqué. Il y a l'image de Christophe Détain. C'est quoi ça? Alors ça, il y a eu tellement, je ne sais pas du tout exactement. Après, bon, il y a tellement d'images, mais ils y vont au hasard. À un moment donné, ils foncent dans le tas et puis ils prennent un mec. Donc, bon, des fois, il y a des gars qui balancent des trucs. Donc quand je disais c'est le désarroi, c'est vrai que je trouve que les CRS, ils sont de plus en plus jeunes. Enfin, j'ai pas de statistiques, tout. Mais on a l'impression que c'est des gamins, certains. Et on voit, bon, je suis très près, je pense. Et on voit des fois, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on se fout là, Parce que bon, en général, c'est les parents, ils viennent pas du 16e ou du 8e arrondissement. C'est peut-être des fonctionnaires, c'est peut-être des ouvriers, c'est peut-être des chômeurs, et puis eux... Et donc, il y a eu une sorte de fraternité qui a essayé de se faire police avec nous. Et au début, les Gilets jaunes n'ont pas compris, parce qu'ils étaient assez, entre guillemets, pro-police. Et puis, quand ils s'en ont pris plein la gueule, ils ont dit, attends, je comprends pas, ce que je lutte pour toi aussi, c'est pour tes enfants. Et les autres, on sentait qu'il y avait eu un moment de flottement. Alors, ce qui est caractéristique aussi, c'est qu'ils ne parlent jamais avec les Gilets jaunes. Je pense qu'il y a des consignes. Il n'y a aucun dialogue qui se fait. Aussitôt qu'il y a un début de dialogue, il y a le chef qui vient, on ne dit plus rien. Ce dialogue veut dire échange d'idées, peut-être, c'est des arguments. Tu voulais dire? Oui, non, pour poursuivre, en fait, on sait qu'il y avait des stratégies de fraternisation très claires, quoi, du côté des manifestants vis-à-vis des policiers, des compagnies de CRS. Et que pour empêcher ces fraternisations, les compagnies de CRS, on envoyait un gars du Sud, de Toulouse, à Paris, qui connaissait pas les rues, qui connaissait rien, pour éviter justement de se retrouver en face de quelqu'un qu'on connaît, quoi. Et nous, dans l'Oise, enfin, on se retrouvait avec des CRS du Sud-Ouest, en fait, qui venaient pour réprimer, parce que c'était l'ordre qui était donné, les manifestants. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il faut distinguer les différents corps, quoi. Il y a la BAC, il y a la police, il y a les CRS, et il y a les gendarmes aussi, qui sont très différents. Donc, sur les ronds-points qu'on suivait, les rapports étaient très, très bons, en fait, avec les gendarmes. Ils venaient prendre le café ensemble le matin, ils apportaient des chouquettes. Au début, plus ou moins, en fait. Il y avait toujours des très bons contacts avec les renseignements généraux, en fait, parce que pour beaucoup, ils se reconnaissent, en fait, dans le combat des Gilets jaunes. Et je pense que le pouvoir a eu peur. Le pouvoir a eu très peur au début, et c'est pour ça qu'ils ont lâché des primes très tôt pour essayer de canaliser un mouvement social au sein de la police. Parce que vous vous êtes dit, l'un ou l'autre, que ça pouvait vaciller, c'est-à-dire que la police pouvait ne pas accepter les consignes qu'on leur donnait et rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Où il n'y a jamais eu ce mouvement. Moi, j'ai cru, en tout cas, j'ai cru début décembre qu'il se passait vraiment quelque chose qui pouvait aller très très loin, quoi, qui pouvait être vraiment un renversement de régime ou quelque chose du genre. Après, j'ai pas enquêté sur la police, j'ai peu de contacts malheureusement. J'ai pris en photo quelques policiers, j'ai essayé de faire des entretiens avec eux, mais ils n'ont pas voulu parce qu'ils sont tenus par un secret de réserve. Mais toi, tu vas faire un travail sociologique là-dessus? Enfin, tu prépares une thèse ou c'est... Non, c'est pas une thèse. Non, c'est à côté de la thèse, un travail de photographie et de sociologie où en fait on souhaite vraiment essayer de redonner la parole aux Gilets jaunes. Donc on les a interrogés pendant de longues heures. On a fait plusieurs entretiens avec eux. Tu travailles avec des collègues. Donc avec ma compagne Lou Traverse et Thibaut Ciseaux qui est un sociologue aussi de formation comme moi. Et du coup, l'idée c'était vraiment d'avoir un ancrage qui permettent de rendre compte en fait des différentes facettes de l'organisation du mouvement, donc l'avis sur les ronds-points, le rôle des fêtes, le rapport à la politique des Gilets jaunes, donc ces choses-là, et en même temps faire des zooms pour incarner le mouvement à travers des gens très concrets, en chair et en os, et raconter leur histoire, se faire les passeurs de leur histoire en fait. Justement, tu peux faire le passeur des histoires, par exemple ce monsieur, Alors lui c'est Jean, c'est un ancien ouvrier, c'est son premier
mouvement social. Et ça a été l'artisan du début à la fin de toute la cabane du bois de Lius, donc dans l'Oise, qui était une cabane magnifique. Enfin, vraiment, je pense une des plus belles de l'Oise. Et c'est lui qui a tout construit, avec l'aide de ses... Et ça, c'est une dimension importante, en fait, je pense, pour aussi comprendre le mouvement des Gilets jaunes, c'est que les gens tout le monde a pu s'y engager en apportant ses propres compétences, en fait, ses propres capacités, sa motivation. Et du coup, ça a renforcé l'ancrage populaire du mouvement. Et par rapport aux discussions de sections dans un local en centre-ville, vous voyez, là, tout le monde pouvait se sentir utile parce qu'on sait isoler un truc, on sait construire un toit. Elle était où, cette cabane magnifique là, alors, au bois de Lius. Et elle a été rasée à la fin du mois de mai. Seulement à la fin du mois de mai. C'est la dernière de l'Oise, en fait, celle qui a tenu jusqu'au bout. Et alors, quand ils ont cassé, c'est les gendarmes qui sont venus, ils ont mis le feu ou comment? Ils ont détruit à coups de... Ils sont arrivés, les gendarmes... T'as photographié quand ils l'ont cassé? J'ai la prise de la destruction de la cabane. Alors, ils sont arrivés avec les huissiers, donc une dizaine de gendarmes avec les huissiers. Les gendarmes étaient un peu piteux aussi d'ailleurs, parce que voilà, ils ne dérangeaient personne, ils continuaient à s'organiser. C'était un lieu de ralliement de beaucoup de gens. Et donc ils sont allés à la pelleteuse, quoi. Ils sont arrivés avec des grosses pelleteuses. Il y avait des Gilets jaunes qui étaient présents. Bien sûr, oui, bien sûr. On était là. La tristesse de la... Oui, beaucoup de tristesse, parce que ce qui se joue, je pense que les Gilets jaunes sentent bien que ce qui se joue sur les ronds-points est central pour la force du mouvement. Je pense que la première, les violences policières sont très très graves. Enfin, quand on perd son œil, c'est dramatique, etc. Mais il y a une violence inouïe dans la destruction de ces lieux qui ne dérangeait absolument personne et qui permettait simplement de retrouver une forme de fraternité, de solidarité et de continuer à s'organiser pour essayer de construire un monde un peu moins pourri, quoi. Donc oui, évidemment, grand désespoir. Lui, il ressemble à Bukowski un peu. Alors lui, c'est une photo de Bukowski un peu comme ça. C'est qui ce monsieur? Alors, il s'appelle Vincent, en fait, il a une 60aine d'années. C'est un ancien réalisateur. Qui bossait à la télé puis qui a tout plaqué pour vivre en autosubsistance. Alors, il a une petite maison dans l'Oise avec ses dindons, ses poules. Mais c'est quelqu'un qui joue un rôle important, dans le groupe parce qu'il a des ressources militantes, politiques, lui, pour le coup. Et il a essayé de fédérer et d'organiser un peu le travail politique au sein du bois de Lius. Il a essayé de fédérer très très fortement. Oui. Là, sous ce ciel nuageux, c'est qui? Alors lui, c'est Thierry, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors ça, c'est les clés noires et tout, le feu, c'est très... Esthétiquement, elle est vraiment belle, cette image. Et donc lui, c'est un gilet jaune aussi. C'est un gilet jaune qui joue un rôle important d'ailleurs au début, au niveau de la coordination de l'Oise pendant les deux prochains mois. Il est jeune, il a 24 ans, il est chauffeur-livreur et il aime le tuning et il aime cracher du feu. Et là, en fait, il rend un hommage, c'est pendant une longue manifestation à Compiègne, il rend un hommage aux pompiers, en fait. Ça, c'est la caserne des pompiers de Compiègne derrière, aux pompiers justement qui portent secours aux gilets jaunes dans les manifestations souvent violentes à Paris ou ailleurs. Alors, Serge, tu peux dire un peu les souvenirs que tu as c'est les slogans aussi qui sont absolument extraordinaires. Sur l'inventivité des slogans. C'est sur les Gilets jaunes. Justement, il y a un collectif qui s'appelle Plein le dos qui va faire un bouquin là-dessus où ils ont récupéré tous les slogans. Là-dessus, ils ont trouvé des... On disait souvent ça manque de cohérence dans leurs revendications, mais on lit les slogans, c'est très cohérent. T'en as beaucoup des photos de slogans? Oui. Aller voter, c'est choisir lequel va nous entuber. Ouais. T'es d'accord avec ça, toi? Un peu quand même. Ouais, c'est non, si tu devais, comme ça, donner un slogan qui illustre le mouvement ou qui, dans tout ce que tu as vu... Vraiment, là, je te prends... Je sais pas, un truc qui t'a marqué. Ou... Toi, Brice, non, t'en as un? Moi, il y en a un, je pense, qui résumait bien le problème des Gilets jaunes. Il était devant l'Arc de Triomphe, c'était « On est là pour la justice et le respect ». Je pense que c'est vraiment... Le respect, la dignité. La dignité, en fait. Je pense que c'est vraiment une dimension centrale. C'est-à-dire que Macron a tellement
a tellement fait de fautes de com, enfin Macron et ses conseillers, enfin ils ont été tellement mauvais qu'ils ont attisé, préparé, alimenté la colère des Gilets jaunes. Et là, bon, ils ont l'air de faire un peu plus attention. Mais cette quête de dignité, au-delà des conditions d'existence pourries dans lesquelles que subissent certains Gilets jaunes, en tout cas une fraction, c'est une dimension hyper importante, il me semble. Enfin, il y a une dimension symbolique très claire. Oui, moi aussi, au début du mouvement, enfin, je crois que j'ai écrit une chose le 2 novembre. Moi, l'acte A, c'était le 17, et j'habite en Lorraine, et c'est pareil, la paupérisation, l'absence totale de perspective. J'ai compris, donc je suis pas photographe, mais j'ai compris assez vite que ça n'avait rien à voir avec la taxe diesel, etc., qu'il y avait vraiment un problème de misère sociale. Donc c'est pour ça aussi que vous vous êtes dit, c'était ma question de départ, est-ce que très tôt, puisque vous commencez à photographier, au début, j'imagine que vous ne vous doutiez pas que presque un an après, vous seriez encore en train de photographier. Non. Mais il y avait un enracinement, enfin il y avait Oui, très fort, très fort. Et puis la détermination, c'est toutes les semaines. Tu vois, les gens, beaucoup de femmes, comme tu disais, énormément de femmes, et puis qui se coltinent au CRS, disant moi j'ai plus rien, vas-y frappe-moi, ou des personnes âgées aussi, ils y allaient. Parce que ce que le pouvoir et les médias ont beaucoup mis en avant, c'était la violence du mouvement, les Black Blocs, etc. Et quand on regarde vos photos, on voit de la joie aussi beaucoup. Non, c'était... Ah oui, non, mais tout à fait. Non, mais les violences, c'est minoritaire. C'est vraiment. Alors c'est spectaculaire. C'est vrai qu'une vitrine sur les Champs-Élysées. On parle de la violence de vitrine, mais aussi on pourrait parler de la violence sociale, qui est bien plus important que c'est qu'une vitrine, c'est qui descend. Quand le mec il perd son boulot, son école ferme, c'est toutes ces choses-là. C'est bien plus violent, les violences sociales, que les violences qu'une vitrine ou une poubelle. On a le sentiment aussi, que en fait, la police, ou en tout cas le pouvoir, cherche à monter en épingle ce genre d'individus et provoque cette violence. Oui. Bon, il y a eu des images qui ont circulé où effectivement on voit des CRS qui ont des pavés, qui les jettent contre les manifestants. Bon, je pense que ça doit être un vieux classique pour faire déborder une manifestation, parce qu'en fait les professionnels du maintien de l'ordre, ils savent très bien fixer le niveau de violence dans une manifestation. Enfin, classiquement, ils savent par leur dispositif. Et donc quand ça pète, en général, c'est qu'ils laissent péter. À part peut-être le 1er décembre et le 8 décembre, où manifestement la situation leur échappait, quoi. Enfin, quand ça a viré en émeute, là pour le coup, effectivement, la BAC n'avait pas l'air de contrôler grand-chose. Mais sinon, enfin, c'est un classique. Je pense que les forces de l'ordre contrôlent le niveau de violence et le fixent à l'avance, quoi. Et le basculement, le basculement de la violence, je crois que c'est avec l'intervention, c'est de la BAC. Oui. Avant, il n'y avait pas la BAC. C'était les CRS, les gendarmes, Ça le maintien d'ordre. plutôt bien, ouais. C'est plutôt bien. Et quand il y a eu l'intervention, c'est de la BAC. Alors là, c'est parti en vrille. Cette photo-là, tu t'en souviens? Elle a une histoire, Mais là, il essayait de discuter avec les CRS. Et les mecs parlaient pas. Ah non, là, on parlait. Et celle-là, le typo drapeau, là, c'est quoi? C'est les Bretons, ils sont toujours là. C'est souvent... voilà. C'est la Garde dorsale, il avait dû se prendre un LBD. Ah ouais, Et ça s'est fait à côté de toi, Francis? Oui. Ah. Et là, c'est le jour où Christophe Détinger Voilà. T'y étais, toi? Ah oui, je l'ai pris en photo, là. Il était à 5 mètres. Ah ouais. Mais tu le vois, il est là. Christophe. Voilà. Alors lui aussi, on peut en dire un mot. Enfin, en plus, si tu y étais, qu'est-ce que tu peux raconter Le mieux, c'est de lire le livre c'est d'Antoine Payon. Oui, je sais. Il est extraordinaire. Non, mais en plus, toi, t'étais témoin, là. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il explique qu'il a sauvé une jeune femme qui allait se faire... Mais tu l'as vu, ça, toi? Non, ça, je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais bon, après, il l'a expliqué. Je suis en contact avec c'est Christophe Détinger qui m'a expliqué, et puis Antoine Payon. Mais il a sauvé une personne. Après, bon, c'est presque assistance en personne en danger. Alors, on a remonté après, comme quoi il cognait le CR. C'est vrai, bon... Il a cogné un bouclier, quoi. Oui, mais enfin, on voit le nombre de... Il y a eu, je ne sais plus, 10 000 c'est lacrymo qui a été balancé sur... Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et comment tu as vécu, toi, la campagne médiatique et politique autour de lui, enfin, c'est pareil, c'était ahurissant. On se dit, mais attends, entre ce que je vois et ce que j'entends, on est dans deux mondes. C'est complètement... Mais très, très souvent, c'est souvent, on se dit, mais attends, j'étais là, j'étais témoin du fait, et comment on raconte ça, et comment les gens y perçoivent ça, c'est...
Et là, Brice, on a cette image-là qui est... Donc, le type a comme un drapeau le RIC. C'est réellement un truc important, le RIC. Le RIC, oui, ça arrive très très tôt dans les revendications des Gilets jaunes. Et oui, je pense que c'est un mot d'ordre qui fédère beaucoup de monde, en fait. Comme l'idée d'une nouvelle constitution, d'une 6e République, pour le coup. Alors, la photographie, elle a été prise à Chantilly. Alors l'acte, ils intitulent leurs actes, leurs manifestations. Là, c'était rendez-vous avec Chantilly, la bourgeoise. La bourgeoise, ouais. Sur le et là, on voit bien que le type, enfin, je ne sais pas si c'est toi qui as voulu faire comme si le drapeau était au donjon du... Voilà, au sommet du château, oui. Dis-moi, cette photo, c'est quoi l'histoire de cette photo ? Alors ça, c'est l'occupation de l'hippodrome de Chantilly. Dans l'Oise. Donc il y a un enjeu en fait pour les personnes qui manifestent en province à essayer d'être visibles, à transformer la manifestation en manifestation de papier, quoi. Et donc avoir une visibilité dans les médias. Donc là, ils se sont attaqués à la fois au monde des riches, voilà, c'est les grandes courses, un grand hippodrome, l'hippodrome de Chantilly. Et en même temps, ils ont essayé de canaliser un peu l'attention sur eux, quoi. Alors ces charmantes dames, c'est qui elle Alors elle est assez connue sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Florence. En fait. Elle est un peu gouailleuse, non ? Elle a une grande elle a une verve poétique, titi parisienne, tout à fait sympathique, et elle a souvent des phrases très, très inspirées. Elle est dans l'Oise aussi ? Non, elle n'est pas dans l'Oise. Ça, c'est une manif qui a été prise à Paris. Et lui, il brandit quoi ? Sa carte de sécu ? Sa carte d'handicapé, en fait. Ah oui. Voilà, donc ça aussi, il est handicapé, ce monsieur ? Il est handicapé, alors accident du travail. Là aussi, moi, on connaît les choses via les statistiques. On sait qu'on a 60% des ouvriers, que les ouvriers représentent 60% des victimes d'accidents du travail mortels. Bon voilà, mais là, moi j'en ai rencontré, alors j'ai pas rencontré les morts, mais j'en ai rencontré plein en fait, des histoires familiales où tout le monde a quelqu'un de blessé dans son entourage. Alors là, il n'y a pas que le mouvement qui fait peur, là. Lui il fait peur, là. Non ? Alors ça a été pris, c'est samedi dernier. Ouais. Samedi dernier, quand ils ont embarqué la manif est sortie de la trajectoire. Et donc, ils ont nassé, je sais plus, une cinquantaine, et puis ils ont tous embarqué dans un camion, ce qu'ils appellent la bétaillère. Et puis, 135 € d'amende, et puis je ne sais pas où ils les ont emmenés, c'est dans Paris. Donc là, il y a une petite fenêtre, ils étaient tous en train de taper. Il y avait des handicapés qui montraient c'est leur carte d'handicapé, leur carte électorale. Ça aussi, voilà, on les voit là, c'est là. Ah ouais. Alors qu'ils avaient strictement rien fait. Et est-ce que vous, psychologiquement, personnellement, est-ce que c'est quelque chose qui vous marque ? Est-ce que ça vous a changé, ça vous change de suivre ça ? Oui, moi je pense que ça me change parce que je connais plein de gens que je n'aurais jamais s'est côtoyer. Comme je disais, ils me racontaient des histoires, mais waouh. Et puis bon, c'est très varié. Bon, il y a les chômeurs, les demandeurs d'emploi, les petits entrepreneurs, mais j'ai aussi vu un prof de philo à Paris 8, une artiste plasticienne. Bon, ils ne sont pas nombreux, c'est vrai. Et donc ça, cette connexion, elle se fait, les sous-marins jaunes, toute cette connexion, elle existe, donc on discute. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On me disait, bon, les cortèges, les syndicaux, j'en ai fait. Bon, il faut que les gens se mettent en lutte. Il n'y a que ça qui fonctionne. Mais là, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Comme dit, on n'a pas de repères, on n'a rien du tout, on ne sait pas. Et donc ça fait peur. Je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. Les syndicats n'ayant pas la maîtrise du mouvement, à mon avis, se sont sentis un petit peu au départ. C'était même pas très sympa vis-à-vis du mouvement. Donc si on ne maîtrise pas, on ne cautionne pas. Donc il y a tout ça qui a fait que... Mais bon, je pense que ça va être marquant. Et puis ça continue. C'est pas fini. Ma question porte aussi sur votre rapport à l'État, à la violence de l'État. Est-ce que le fait de vivre ces manifs chaque semaine, ça vous fait voir l'État, les libertés publiques, la manière dont ce gouvernement se comporte différemment ? Est-ce que vous doutiez de ça, Moi, c'est surtout les gens que j'ai rencontrés en fait qui m'ont touché parce qu'on voit une concentration effectivement de difficultés. On voit bien quand on enquête sur les Gilets jaunes que les inégalités sont cumulatives, quoi. Et souvent on enchaîne les difficultés. La violence policière, elle n'est pas nouvelle. D'abord c'est le quotidien dans certains quartiers pour les jeunes racisés. Moi, c'est pas ça qui m'a le plus frappé. Après, c'est vrai qu'ils ont encore mis une couche supplémentaire avec la loi anti-casseurs. On monte toujours d'un cran
en termes de répression et de perte des libertés publiques, quoi. Là aussi, mais ce qui est touchant, je pense, sont surtout ces vies, en fait, la vie de ces gens, effectivement, qui sont invisibilisés, en fait, et leur extraordinaire combativité, en fait. Moi, ça me frappe vraiment, et c'est pour ça que même s'il y a moins de monde dans les manifestations, le mouvement n'est pas du tout éteint, en fait. Ça, c'est certain, quoi. C'est certain. Là, c'est pendant un barbecue citoyen organisé sur un des ronds-points, au bois de Lius. Et bon, oui, ça illustre bien, justement, cette espèce de fraternité retrouvée qui est souvent soulignée chez les Gilets jaunes, quoi. Là. Donc les jeux aussi avec les enfants. Alors c'est ça aussi qu'il y a de magnifique, enfin sur les ronds-points, c'est qu'on voit trois générations, quoi, en général, et des fois de la même famille, en fait. Les gens viennent avec leurs enfants, tout le monde fait attention aux uns aux autres. Enfin c'est. Ah oui, là aussi on voit que c'est festif. Alors voilà, on fait la chenille. Alors ça aussi c'est beau, c'est que pendant les fêtes, le racisme de classe ordinaire en fait est neutralisé. C'est aussi ça, c'est aussi la revalorisation de styles de vie populaires qui là ne sont pas vécus de façon indigne, en fait. Et ça, c'est hyper important. Oui, et elle, c'est qui ? Donc là, on est chez Sassia, donc on retrouve ici aussi en manifestation, pendant la marche blanche là, contre les violences policières, justement, la marche blanche des gueules cassées. Mais pourquoi elle a une... Alors c'était justement en soutien aux éborgnés assez tôt, en fait. Sassia, elle a une trentaine d'années, elle est d'origine tunisienne. C'est une militante, elle, pour le coup. C'est une militante à la France Insoumise. Elle est très engagée. C'est quelqu'un qui vit seul avec sa petite fille, qui survit grâce à la solidarité familiale quand même autour. Elle a sa mère, sa sœur qui vivent avec elle. Sinon, elle est ouvrière en intérim, en fait. Et puis là, aujourd'hui, elle est serveuse. Parce que elle bossait chez Chanel et puis ils recrutent plus ou moins de façon aléatoire. Donc elle est restée un peu... Elle a pu s'engager beaucoup dans le mouvement quand elle bossait plus. Et après, là en ce moment, elle est serveuse. Donc ça, c'est pris pendant les nombreuses actions que mènent les Gilets jaunes de l'Oise. C'est une petite érythréenne qui a 6-7 ans. Il y en a certains qui ont organisé des maraudes, en fait. Donc ils viennent en aide aux migrants, en l'occurrence, aux SDF. Ils leur apportent de la nourriture, des médicaments. Et donc ils portent secours. Enfin, là aussi, c'est les plus pauvres qui portent secours aux plus pauvres, quoi. Bon, c'est une leçon de civisme, en fait, parce que là aussi, on les montre comme des gens uniquement préoccupés par le pouvoir d'achat ou la consommation. Les profiteurs, c'est des allocs, des choses comme ça, alors que pas du tout. Mais les Gilets jaunes, très tôt, ils ont mené des actions extrêmement diverses dans le prolongement et grâce au mouvement des Gilets jaunes. Donc il y a ces maraudes, il y en a qui organisent du nettoyage des forêts, qui font de la pêche à l'aimant pour nettoyer les cours d'eau aussi. Il y a tous les gens qui sont engagés sur le RIC, les ateliers constituants. Il y en a qui ont monté des associations pour venir en aide, des coopératives pour venir en aide aux paysans, à Beauvais. Enfin, ça fourmille depuis le début d'initiatives citoyennes, sociales, politiques qui sont quasiment toujours invisibilisées par les médias, quoi. Si on quitte les ronds-points et qu'on revient, ça c'est les Champs-Élysées, ça oui, ça doit être l'avenue, c'est Valram, une chose comme ça. Il y a tellement d'avenues qui ont été prises. Attends, je vais m'arrêter là sur le Fouquet's. Bon, alors le Fouquet's, ça c'est une lacrymo qui a mis le feu au Fouquet's. Et une lacrymo des flics. Mais bien sûr. Oui, c'est vrai. Voilà, donc... Alors on a tout le temps dit que c'était les Gilets jaunes. Putain, ça fait partie des conneries qui sont... Et après, ils sont rentrés au Fouquet's. Oui, ils ont pris des petites cuillères, des cendriers. Enfin, ils ont eu bien raison. Voilà. Et ils ont pris des amendes de malades à cause de ça, quoi. Et la dernière, enfin là, je ne sais pas pourquoi c'est la dernière, mais en même temps... Non, mais je trouve qu'elle est pas mal, elle symbolise... c'est la question de où va ce mouvement, quoi. Comment vous sentez l'avenir ? Enfin, ça fait 2-3 fois que vous me dites c'est pas fini, mais vous qui les fréquentez depuis maintenant plus de 40 semaines, qu'est-ce qui va se passer Je n'ai pas de boule de cristal pour lire le mouvement. Ce que je sais, c'est que la détermination, elle est intacte, en fait. Et en même temps... Et le nombre ? Depuis le début, le nombre de Gilets jaunes mobilisés, il est extrêmement difficile à comptabiliser parce qu'on pense que c'est un mouvement traditionnel, donc on va compter le nombre de manifestants à la louche, alors que les manifestations du samedi, c'est une toute petite dimension du mouvement des Gilets jaunes. Donc il y avait un soutien considérable de la population jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter de publier les sondages d'opinion au mois de mars ou au mois d'avril. Moi, je pense que ce soutien, il est quasiment intact, malgré tout, malgré la répression médiatique, malgré la répression
répression politique, policière, judiciaire. Enfin, moi, ce que je vois au niveau des Gilets jaunes de l'Oise, c'est une détermination toujours intacte. Après, voilà, les gens ont peur de se prendre 135 € d'amende dès qu'ils s'éloignent du cortège. Il y a eu des tensions aussi entre les groupes qui fait que ça se recompose en permanence. Mais moi, j'ai la conviction que si on laisse les choses en l'état comme ça, on en aura encore pendant 1 an, 2 ans, 3 ans des Gilets jaunes. Et la question, c'est au niveau politique, comment créer un rapport de force pour que leur revendication ait un peu de poids, quoi, symbolique. Et bon, mon avis, c'est ce qui est un peu comme en 68, où ce qui a fait basculer un petit peu, c'est la grève générale. Hein. C'est la mise en branle des entreprises et des bureaux. Là, je pense que ça sera... Ce qui pourrait essayer de faire basculer, c'est le mouvement, c'est une grève générale. Après, on n'appuie pas sur un bouton, on peut la préparer. On peut essayer. Après, on peut faire essayer. Un appel tous les trois à la grève générale. Oui, mais enfin bon. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça fera connaître vos travaux. Enfin, toi, on mettra le lien sur ces Flickr. Et toi, il y a ton bouquin qui sort. Il va s'appeler comment, le livre ? Justice et respect, le soulèvement des Gilets jaunes. D'accord. Voilà. Et ça sort chez quel éditeur ? Chez Sileps. D'accord. Voilà. Avec Lou Traverse et Thibaut Ciseaux. D'accord. Et nous, pour qu'on puisse continuer à faire ce genre d'émission, il faut qu'on puisse... on ne fonctionne que sur les dons qui sont défiscalisés et aussi l'aide des sociaux, quoi. C'est le seul moyen, d'ailleurs, de parler des Gilets jaunes et d'aller un peu à contre-courant de l'information, quoi. Donc, merci de nous soutenir. Et merci vraiment à vous deux de faire de si belles photos et de donner aussi une autre information sur le mouvement, quoi. Vous faites un super boulot tous les deux. Merci de nous recevoir. Merci.